Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, dans le cadre de la réforme des retraites, le Sénat français a adopté des mesures destinées à favoriser l'emploi des seniors. Parmi les mesures adoptées figure la création d'un nouveau contrat à durée indéterminée de fin de carrière, le CDI senior, ainsi que l'index senior. Bien que ces mesures aient été saluées par certains sénateurs comme une avancée pour l'emploi des seniors, d'autres ont exprimé des doutes quant à leur efficacité pour résoudre le problème. Hier, le Sénat a voté une série de mesures destinées à favoriser l'emploi des seniors dans le cadre de la réforme des retraites. Les sénateurs ont ainsi adopté la création d'un nouveau type de contrat à durée indéterminée de fin de carrière pour les salariés âgés d'au moins 60 ans. Cette proposition portée par la droite a été adoptée par 202 voix contre 123 et 19 abstentions, malgré l'opposition du gouvernement. Le CDI senior permettra aux seniors de travailler jusqu'à l'âge de 64 ans, tout en bénéficiant d'un maintien de leur protection sociale. Selon les promoteurs de cette mesure, elle favorisera l'embauche des seniors en entreprise. Le président du groupe LR au Sénat a salué cette décision comme une victoire pour les seniors et l'emploi. Moi, je considère que l'amendement de René-Paul Savary que nous allons voter, évidemment, révèle un enjeu qui est un des plus grands de cette réforme. Parce que, à quoi servirait-il d'augmenter, de reculer l'âge légal de départ si on ne fait rien sur l'emploi des seniors? Le Sénat a également adopté l'index senior, qui obligera les entreprises de plus de 300 salariés à publier chaque année des indicateurs sur leur taux d'emploi des seniors. Cette mesure a été saluée par certains sénateurs qui estiment qu'elle permettra de lutter contre la discrimination des seniors sur le marché du travail. Cependant, d'autres ont exprimé leur scepticisme quant à l'efficacité de cette mesure, affirmant qu'elle ne suffira pas à régler le problème de l'emploi des seniors. Malgré l'opposition du gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement visant à supprimer 5 régimes spéciaux de retraite, concernant notamment la RATP, les industries électriques et gazières et le Conseil économique, social et environnemental. La réforme des retraites, qui vise entre autres à instaurer un système universel de retraite par points, continue d'être discutée au Sénat. Les sénateurs devront maintenant travailler sur les modalités d'application de ces mesures pour les seniors. Lundi 6 mars, après que le médiateur européen a demandé des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles un haut fonctionnaire de la Commission européenne avait effectué plusieurs voyages d'affaires payés par le Qatar, la Commission a nié toute corruption. Selon une révélation de Politico, le directeur général de l'unité des transports de la Commission européenne, Henrik Hollolei, a voyagé gratuitement en classe affaires sur Qatar Airways à de multiples reprises. Les voyages, qui se sont déroulés entre 2015 et 2021, ont été payés par le Qatar. Les porte-paroles de l'exécutif européen ont déclaré que les décisions d'accepter ces voyages ont été prises conformément aux procédures existantes qui exigeaient que le fonctionnaire approuve ses propres voyages. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, publiée ce lundi, Émilie O'Reilly, qui est la médiatrice européenne, a posé des questions sur ces voyages d'affaires, affirmant qu'il était nécessaire de renouveler l'examen du cas à la lumière du scandale du Parlement récemment survenu. Madame O'Reilly a déclaré que les voyages de Hollolei avaient eu lieu à un moment où la Direction générale de la mobilité et des transports, qui est chargée de mettre en œuvre les politiques de la Commission européenne, était étroitement impliquée dans la négociation d'un accord de transport aérien entre l'Union européenne et le Qatar. Madame O'Reilly a déclaré qu'elle souhaitait obtenir des réponses à certaines interrogations d'ici le 3 juin, notamment au sujet de la transparence, ainsi que du processus d'autorisation des voyages effectués par des fonctionnaires européens et payés par des tiers. La Commission européenne a déclaré que les voyages d'Hollolei avaient été autorisés car ce dernier ne faisait pas partie de l'équipe de négociation de l'époque et que ces déplacements ne posaient par conséquent aucun conflit d'intérêts. Le directeur général de l'unité des transports de la Commission, en tant que chef de service, est chargé d'évaluer s'il y a un potentiel conflit d'intérêts dans la mission concernée. Donc, en d'autres termes, Hollolei lui-même est la personne qui est censée mener cette analyse. C'est la procédure. La porte-parole de la Commission, Dana Spinon, a déclaré lors d'un point de presse régulier que l'exécutif européen était en train de revoir ses propres directives. Nous travaillons donc à la révision des lignes directrices et très rapidement, nous allons informer tous les directeurs, les directions générales ou les services de la direction à prendre et nous les inviterons à déjà commencer à appliquer ces règles plus strictes dès qu'ils seront en mesure de le faire.
À noter qu'à l'heure actuelle, les autorités belges ont placé en détention 2 législateurs européens, tandis qu'un 3e est détenu en Italie. Ces 3 parlementaires ainsi que d'autres personnes liées au Parlement européen sont accusés d'avoir reçu de l'argent et des cadeaux du Qatar en échange d'une influence sur la prise de décision. Le Qatar a nié tout acte répréhensible. Et une bagarre a éclaté lundi dans le bâtiment du Parlement géorgien alors que des politiciens discutaient d'une loi controversée. Une vidéo de Tbilissi, la capitale géorgienne, montre une brève bagarre après que le président d'une commission ait semblé frapper le leader d'un parti d'opposition. Il débattait d'un projet de loi qui obligerait les organisations recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer comme agents étrangers. Les critiques ont comparé cette loi à une loi russe de 2012 qui a été utilisée pour réprimer la société civile et les médias indépendants en Russie. La présidente géorgienne a déclaré que cette loi mettrait en péril les espoirs du pays de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN et qu'elle y opposerait son veto. Les organisations de la société civile et les médias géorgiens ont déclaré qu'ils refuseraient de se conformer à cette loi si elle était adoptée. Et les républicains de la Chambre des représentants disent qu'ils ont de nouvelles preuves par email concernant le docteur Anthony Fauci. Ils suggèrent que l'ancien conseiller médical en chef du président était à l'origine de la rédaction d'un document destiné à réfuter la théorie de la fuite du laboratoire. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus. La commission parlementaire a publié un mémo le 5 mars. Il décrit une conférence téléphonique entre l'ancien directeur des NIH, le Dr Francis Collins, Fauci, et au moins 11 autres scientifiques début février 2020. Lors de cet appel, Collins, Fauci et d'autres ont été avertis de la possibilité que le virus ait pu fuir d'un laboratoire de Wuhan en Chine. 3 jours après l'appel, certains des participants ont publié le document intitulé Proximal Origin. Le résumé de l'article suggère que le virus pourrait être passé des animaux aux humains. Le mémo indique que Collins et Fauci ont reçu une ébauche du document et qu'ils auraient été autorisés à le modifier et à l'approuver. 8 semaines plus tard, Fauci était aux côtés de l'ancien président Trump lors d'une conférence de presse. Il a fait référence à cet article comme preuve que la théorie de la fuite du laboratoire n'était pas plausible. Les mutations qu'il a fallu pour arriver au point où il en est aujourd'hui sont tout à fait cohérentes avec un saut d'une espèce animale à une espèce humaine. Donc l'article sera disponible. Je n'ai pas les auteurs pour le moment, mais nous pouvons le mettre à votre disposition. Des emails montrent que Collins a ensuite écrit à Fauci pour lui faire part de sa consternation devant le fait que l'article sur l'origine proximale n'a pas réfuté l'hypothèse de la fuite du laboratoire. Il a demandé si le NIH pouvait faire plus pour, entre guillemets, démolir l'hypothèse de la fuite en laboratoire. Le comité affirme que Fauci a incité le Dr Christian Andersen du Scripps Research à rédiger l'article sur l'origine proximale citant des emails internes. Et il a été conçu pour réfuter toute théorie de fuite de laboratoire. La commission parlementaire affirme que le Dr Andersen ne pensait pas que les données citées dans l'article réfutaient la théorie de la fuite de laboratoire, bien qu'il l'ait dit publiquement. Entre-temps, le docteur Marty Makary a déclaré le 28 février que les responsables de la santé publique avaient commis de nombreuses erreurs tragiques pendant la pandémie. Ignorer l'immunité naturelle, rejeter la fuite du laboratoire comme une conspiration, fermer les écoles, masquer les enfants en bas âge, réinjecter les jeunes en bonne santé. Mais le docteur a insisté sur une chose. Ils se sont trompés parce qu'ils ont refusé de faire évoluer leur position au fur et à mesure que les données devenaient très claires. Le CDC recommande à chacun de rester à jour avec les vaccins Covid-19 pour chaque groupe d'âge, les enfants et adolescents âgés de 6 mois à 17 ans et les adultes de 18 ans et plus. Ni Fauci ni Collins n'ont fait de déclaration publique en réponse au mémo de la commission de la Chambre. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et le Parti communiste chinois continue d'entraver les efforts des États-Unis pour déterminer l'origine du Covid-19. C'est ce que déclarent 2 membres du Congrès, un démocrate et un républicain. Les représentants Jim Himes et Mike Turner ont fait ces commentaires lors d'une apparition dans l'émission Meet the Press de NBC. Himes a noté qu'il pourrait se passer une éternité avant que Washington ne sache exactement d'où vient le virus. Il a dit, je cite, « Nous avons si peu d'indices car le régime chinois a tout brouillé. » Selon des rapports récents, le département de l'énergie a conclu que le Covid-19 a fui d'un laboratoire. Turner a noté qu'il n'y a pas eu de commentaire officiel du département de l'énergie. En février, le FBI a confirmé son évaluation selon laquelle l'origine du virus était un incident de laboratoire à Wuhan, en Chine. Toutefois, le bureau du directeur du renseignement national affirme que le virus a probablement été causé par une exposition naturelle à un animal. Et pour la première fois, les membres des Nations Unies se sont mis d'accord sur un traité visant à protéger la biodiversité en haute mer.
C'est un tournant car la conservation de la vie marine était jusqu'à présent entravée par un ensemble de lois disparates. Les négociateurs de plus de 100 pays ont conclu samedi 4 mars en fin de journée un traité des Nations Unies visant à protéger la haute mer. Il s'agit d'une étape attendue depuis longtemps, qui selon les groupes environnementaux contribuera à inverser la perte de biodiversité marine. Une très faible partie de la haute mer, se trouvant en dehors des juridictions nationales, fait l'objet d'une quelconque protection. La pollution, l'acidification et la surpêche constituent une menace croissante. Le pacte juridiquement contraignant qui vise à conserver et à garantir l'utilisation durable de la biodiversité des océans est en discussion depuis 15 ans. Bonsoir. Voici la présidente de la conférence des Nations Unies, Rinali, après une journée marathon de discussions. Le navire a atteint le rivage. Les intérêts économiques ont constitué un point de friction majeur tout au long du dernier cycle de négociations. Les pays en développement réclamaient une plus grande part du butin de l'économie bleue, y compris le transfert de technologies. Le traité est considéré comme un élément crucial des efforts déployés au niveau mondial pour protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici à la fin de la décennie. Et en Syrie, un déploiement américain combat les terroristes de l'État islamique depuis près de 8 ans déjà. Aujourd'hui, un officier supérieur de l'armée américaine affirme que malgré les risques, le déploiement de forces reste d'une grande utilité. Ceci après une visite rare et inopinée d'une base poussiéreuse dans le nord-est du pays. Le général américain Mark Milley, président des chefs d'état-major interarmés, s'est rendu dans la région en conflit ce week-end. Les États-Unis ont déployé une force d'environ 900 militaires pour surveiller et contrer les terroristes de l'État islamique. La mission américaine en Syrie, peu connue, a pour but de contenir toute résurgence potentielle d'ISIS, alors que les États-Unis sont confrontés aux menaces de la Russie et de la Chine. Ces images ont été prises par le correspondant de Reuters au Pentagone, Phil Stewart, qui a accompagné le général Milley en Syrie. L'idée derrière cette mission est comme celle d'une police d'assurance, pour s'assurer que les États-Unis ne soient pas confrontés à une autre menace de l'État islamique qui nécessiterait une mobilisation majeure. Dans l'esprit de Milley, du président Joe Biden et d'autres, cela constituerait une distraction majeure de nos priorités, qui sont de faire face à la menace imminente de la Russie qui se manifeste actuellement en Ukraine avec son invasion. Et puis la menace progressive, comme l'a décrit le Pentagone, de la Chine, qui est le concurrent proche dont l'armée augmente ses capacités et devient de plus en plus musclée et compétente. La Turquie a convoqué lundi un ambassadeur américain pour lui faire part de son malaise concernant la visite du général Milley. Un allié clé des États-Unis en Syrie est considéré par la Turquie comme lié à un parti séparatiste illégal en Turquie. Les États-Unis considèrent également ces séparatistes comme des terroristes, mais pas le groupe basé en Syrie. Et Toblerone va supprimer l'image iconique du mont Cervin de ses emballages, une partie de la production de la barre chocolatée étant transférée hors de Suisse. En Suisse, les symboles nationaux ne peuvent pas être utilisés pour promouvoir des produits à base de lait dont les matières premières ne proviennent pas entièrement du pays, avec des exceptions pour les ingrédients qui ne peuvent pas être produits dans le pays, comme le cacao. Le groupe américain Mondelez, propriétaire de Toblerone, aurait déclaré que le Cervin serait remplacé par un sommet alpin plus générique. Toblerone est produit dans la capitale suisse Berne depuis 1908. L'année dernière, Mondelez a annoncé son intention de transférer une partie de la production en Slovaquie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.